Bonjour, je vais vous présenter le scénario Négawatt, publié en 2011 par l'association du même nom, association regroupant un grand nombre d'experts, de spécialistes de l'énergie, qui s'est créée en 2001 pour essayer de proposer une vision énergétique soutenable pour la France, et c'est l'objet de ce scénario. Cette démarche, cette vision, elle part du constat des différentes urgences énergétiques et climatiques qui s'imposent à nous. L'urgence de l'épuisement des ressources, l'urgence évidemment du changement climatique, l'urgence aussi de risques technologiques de plus en plus importants, notamment les risques liés au nucléaire, comme l'ont illustré les accidents de Tchernobyl et de Fukushima. Puis il y a aussi une urgence sociale liée à une précarité croissante de nos concitoyens dans l'accès à l'énergie. Face à ça, l'association Négawatt propose une démarche qui est une démarche de triple intelligence. D'abord, d'intelligence sur nos usages de l'énergie. Tout part de l'idée que on ne produit pas de l'énergie pour le plaisir d'utiliser des ressources, mais pour rendre un certain nombre de services énergétiques, des services liés à la chaleur, pour chauffer nos bâtiments par exemple, des services liés à la mobilité, pour déplacer les biens et les personnes, des services liés à notre confort, par exemple électroménager, liés également aux productions industrielles. Et donc, il y a une intelligence dans le fait de prioriser les services et de n'utiliser de l'énergie en fait que pour des services qui en sont réellement, d'arrêter un certain nombre de gaspillages. La deuxième intelligence plus classique, c'est l'efficacité sur l'ensemble de nos équipements, depuis les ampoules basse consommation jusqu'à nos véhicules ou aux process industriels. Et la troisième intelligence, qui est rendue possible, ou en tout cas fortement facilitée par ce travail sur la demande, c'est l'intelligence sur les ressources qui, pour nous, veut dire substituer aux énergies fossiles et à l'énergie fissile, donc au nucléaire, les énergies renouvelables. Une fois qu'on a dit ça, il faut rentrer un peu dans le contenu du scénario Négawatt. Évidemment, c'est extrêmement riche, ça s'appuie sur une modélisation extrêmement fine, et donc on ne va pouvoir ici que le décrire en généralité, mais c'est important, je pense, de définir les grandes orientations et les grandes idées, et puis de donner le bilan global de tout ça. Le scénario décrit ce qu'on peut faire sur la demande d'énergie, secteur par secteur. Ça commence de manière assez naturelle par tout ce qui concerne les usages thermiques dans les bâtiments, qui sont aujourd'hui le principal poste de consommation d'énergie. Et dans un secteur comme celui-là, quand on applique une logique de sobriété ou d'intelligence sur les usages, ça veut dire notamment essayer de maîtriser les surfaces construites, que ce soit dans l'habitat ou dans le tertiaire. Par exemple, aller vers du petit habitat collectif plutôt que de poursuivre le développement actuel des maisons individuelles. Donc ça, c'est une partie du travail, mais l'essentiel du travail dans le bâtiment porte sur l'efficacité thermique des bâtiments eux-mêmes. Alors, d'une part, en allant vers une très grande performance sur les bâtiments neufs, c'est indispensable, mais c'est loin d'être suffisant compte tenu du taux très lent de renouvellement du parc de bâtiments. Et donc, l'essentiel du travail, en fait, porte sur un programme massif de rénovation thermique des bâtiments, qui, au final, permet de diviser par deux environ la consommation d'énergie dans ce secteur. Et puis, au passage, chaque fois qu'on fait des opérations sur des bâtiments dans le neuf ou en rénovation, on substitue évidemment les énergies qui fournissent cette chaleur actuellement par des énergies renouvelables diverses et variées. On applique la même logique dans l'ensemble des autres secteurs, et d'abord en restant dans le bâtiment, dans le résidentiel et dans le tertiaire, sur tout ce qui n'est pas des usages énergétiques, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle tout ce qui est consommation pour les usages électroménagers, pour la communication, pour l'éclairage, et notamment tout ce qu'on appelle l'électricité spécifique. Là-dessus, la vision développée par le scénario est très simple, c'est de généraliser à l'horizon 2050 les meilleures performances qu'on observe aujourd'hui, à la fois du côté des comportements et du côté des équipements, par exemple des ampoules LED pour l'éclairage ou des équipements électroménagers très performants. Quand on applique ça, on obtient, même en incluant une réserve de consommation pour des nouveaux usages qu'on a pris en compte dans le scénario,
on arrive là encore à une division par deux environ de la consommation d'électricité pour ces usages à l'horizon 2050. Le gros secteur au-delà du bâtiment, c'est évidemment la mobilité, tout ce qui concerne les transports. Mobilité des biens, mobilité des personnes. Et on applique là encore la même logique. Sobriété, ça veut dire, et c'est essentiel à l'horizon 2050, un travail sur l'aménagement du territoire, sur l'organisation des activités, avec globalement l'idée de réduire les distances à parcourir pour accéder aux mêmes services. Ensuite, en efficacité, il y a énormément de choses à faire. Il y a d'abord tout ce qui concerne le transfert modal. Transfert modal notamment vers le transport collectif et vers le fret ferroviaire. Il y a tout ce qui concerne le taux de remplissage des véhicules et notamment tout le développement de l'autopartage et du covoiturage. Et puis enfin, il y a l'efficacité des véhicules eux-mêmes et la vision développée dans le scénario Négawatt sur ce point, en lien avec le développement d'une fourniture par les renouvelables. C'est d'une part, c'est de dissocier essentiellement les véhicules que l'on utilise en milieu urbain et les véhicules que l'on utilise en milieu interurbain, parce que les usages ne sont pas les mêmes, et donc pour avoir des équipements efficaces pour chacun de ces usages, il ne faut pas avoir les mêmes véhicules. Et donc la vision, c'est d'aller vers du tout électrique en milieu urbain, en milieu très dense, avec probablement des flottes très partagées, et de l'autre côté, de privilégier de l'hybride pour l'interurbain. Et le scénario Négawatt propose un choix assez original de baser ces véhicules hybrides sur du carburant gaz, pour une raison simple, c'est que quand on développe le recours aux renouvelables pour cette fourniture de carburant, le bilan global énergétique et environnemental de transformation de la biomasse en gaz pour ce carburant est bien meilleur que le bilan des biocarburants liquides. L'ensemble de ces orientations permet, à l'horizon 2050, d'arriver, là encore, à une division par deux environ de la consommation d'énergie dans ce secteur et à une fourniture très largement par les énergies renouvelables. Le dernier secteur important en termes de consommation d'énergie, c'est l'industrie. Et on peut, sur ce secteur, appliquer la même démarche. D'abord, en sobriété, ça veut dire une réflexion sur les besoins de biens et d'équipements. Et donc, par exemple, une réflexion sur la mutualisation de certains équipements. On aime utiliser l'exemple de la perceuse. Tout le monde en a une chez soi, mais ne l'utilise en moyenne que 1 ou quelques jours par an. Travailler aussi contre l'obsolescence programmée des équipements, donc pour leur durabilité, leur réparabilité, etc. Et puis travailler aussi au recyclage, parce qu'il y a un enjeu essentiel de recyclage des matières premières qui globalement consomment moins d'énergie que l'extraction pour une première fois de ces matières premières. Au-delà de ce travail de sobriété, il y a évidemment tout un champ d'efficacité sur les process industriels eux-mêmes, par exemple le développement pour les machines industrielles de moteurs à vitesse variable ou plein d'autres choses à faire. Et puis là encore, quand on a fait ce travail qui globalement aboutit à une division toujours du même ordre de grandeur par deux de la consommation d'énergie, on peut substituer pour une bonne partie des process des énergies renouvelables aux énergies utilisées actuellement. L'électricité aujourd'hui représente moins d'un quart de notre consommation finale d'énergie. Le reste s'appuie donc essentiellement sur de la combustion. Et donc c'est assez logique de développer la biomasse pour remplacer ces usages de combustion. Et pour la biomasse, le scénario Négawatt s'appuie d'abord sur le développement de la biomasse solide, le bois énergie, la récupération de déchets végétaux, etc. Ensuite, sur le développement de la biomasse pour la gazéification, ou la méthanisation, pour la production donc, de gaz d'origine renouvelable. Et enfin, dans une bien moindre mesure, le développement de biocarburants pour la raison que leur bilan énergétique et environnemental est moins bon que le passage par le gaz.
Le deuxième gros paquet, évidemment, de développement des renouvelables, c'est les renouvelables électriques, avec en priorité un développement de l'éolien, éolien terrestre, éolien offshore, un développement également du photovoltaïque. Et là, les courbes de développement sur lesquelles on s'appuie sont tout à fait réalistes, puisqu'elles sont calées et même prudentes par rapport à ce qu'on a observé, par exemple, ces dernières années en Allemagne. Et puis, dernier point, sur les renouvelables, le développement évidemment des autres énergies renouvelables, le solaire thermique, la géothermie. Pas de développement dans le scénario négawatt, ce qui ne veut pas dire qu'on n'y croit pas forcément, des énergies marines. Simplement, c'est le choix méthodologique qu'on a fait de ne s'appuyer que sur des filières ou des technologies suffisamment matures aujourd'hui pour ne pas devoir parier sur des ruptures technologiques à venir. Donc voilà pour le développement des renouvelables. En face de ça, évidemment, dans le scénario négawatt, on regarde ce qu'il advient d'une part du nucléaire et d'autre part des énergies fossiles. Avec sur le nucléaire une vision, disons un objectif global qui est autant que possible de ne pas devoir renouveler le parc nucléaire, et au-delà de ça, une réflexion sur la manière dont on gère la fermeture du parc actuel. La vision de Négawatt, c'est de proposer une fermeture aussi maîtrisée que possible en tenant compte de différentes contraintes. La contrainte prioritaire sur la sûreté nucléaire, et là la vision c'est de ne pas dépasser 40 ans de durée de vie pour aucun des réacteurs. La contrainte liée à la sécurité électrique, la sécurité sur le réseau, et c'est quelque chose que par ailleurs dans Négawatt on a regardé très finement, puisqu'on a une modélisation au pas horaire de 2010 à 2050 de l'équilibre du réseau électrique pour regarder ce que ça donne de passer progressivement vers du presque 100% de renouvelables. Donc sécurité électrique, maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il ne s'agit pas pour nous de remplacer brutalement et massivement le parc nucléaire par des centrales thermiques fortement émettrices. Et puis également maîtrise industrielle, parce qu'on oublie souvent qu'autour de nos 58 réacteurs, on a des usines d'enrichissement d'uranium, de fabrication de combustible, de retraitement. On a tout un système très, très important de contrôle et d'évaluation, et que ça n'aurait pas de sens de conserver tout cet environnement industriel et de contrôle pour poursuivre l'exploitation de quelques réacteurs, les plus récents d'entre eux. Donc ça veut dire que vers la fin, disons, du parc nucléaire, on accélère plutôt la fermeture des derniers réacteurs. Le bilan de tout ça, c'est d'essayer de maîtriser le rythme auquel on ferme les réacteurs pour éviter donc toute rupture, alors qu'on a un vrai effet de falaise. 80% des réacteurs ont été mis en service en une dizaine d'années. Et le résultat final, c'est de fermer les derniers réacteurs français peu après 2030. Sur les énergies fossiles, le scénario Négawatt permet tout simplement de pratiquement sortir des énergies fossiles à l'horizon 2050, que ce soit le charbon, dont on sort le plus vite, le pétrole et le gaz fossile, avec un temps de latence sur le gaz fossile qui est simplement le temps nécessaire pour progressivement substituer dans des usages gaz qu'on conserve ce gaz fossile par du gaz d'origine renouvelable. Le bilan global de tout ce travail sur la maîtrise de la demande et sur la substitution par les renouvelables, c'est une transformation en profondeur du système énergétique français, comme le montrent ce qu'on appelle les diagrammes de Sankey, qui relient les ressources énergétiques et les usages avec une image très très différente en 2010 et en 2050. C'est aussi et surtout un bilan en énergie par rapport aux ressources énergétiques primaires de réduction des 2/3 des besoins, sans restriction sur les services utiles, et grâce à cette réduction des 2/3, d'approvisionnement
à plus de 90%, 93% exactement, par les énergies renouvelables en 2050. Évidemment, ça a un impact très positif sur le CO2, puisque le bilan du scénario Négawatt sur les émissions de CO2 liées à l'énergie, c'est une division par 2 à l'horizon 2030 et par 15 à l'horizon 2050. On s'oppose fortement à l'idée que la transition énergétique est une charge. Au contraire, ça nous semble être réellement une opportunité économique et sociale. D'abord, c'est une réduction évidente de la facture énergétique, plus de 70 milliards dépensés chaque année actuellement pour importer des énergies fossiles. C'est un impact très important en termes d'emploi, puisqu'on a pu chiffrer à 630 000 emplois le niveau de création nette d'emplois associés à notre scénario. Et puis, globalement, pour nous, c'est une évidence. L'efficacité énergétique, ça n'est pas un coût, c'est un investissement qui, évidemment, paye dans la durée. Les renouvelables voient leur coût de production régulièrement diminuer, alors que le coût de production des énergies fossiles et du nucléaire augmente. Et les courbes ont commencé à se croiser et vont continuer à le faire. Donc l'opportunité économique est là, et puis cette opportunité économique ou cette urgence, elle rejoint l'urgence sociale, puisque c'est aussi un moyen de lutter contre la précarité. C'est des propositions qui vont dans le sens d'une synergie beaucoup plus forte qu'aujourd'hui entre les différents acteurs. Les citoyens, évidemment, ont un rôle majeur à jouer dans l'évolution de leur comportement, mais on pense que c'est pas sur eux qu'il faut reporter l'ensemble de la charge, et que les pouvoirs publics et les entreprises ont un rôle important à jouer, et en particulier les collectivités, parce que en lien avec ce scénario, on voit bien qu'il y a un enjeu majeur de décentralisation. Pourquoi ? Parce que les potentiels de maîtrise des consommations, le travail sur les bâtiments, le travail sur l'organisation des activités, l'aménagement du territoire et les potentiels de développement des énergies renouvelables sont des potentiels locaux, donc à mettre en œuvre par les collectivités, en articulation évidemment avec les entreprises et dans le cadre de politiques et mesures, de réglementation, de cadre fiscal également, fixés au niveau national et européen. Et donc il faut un engagement de l'ensemble des acteurs de la société dans cette transition, mais on pense que c'est possible, réaliste, et qu'un scénario comme celui qu'on décrit est aujourd'hui tout à fait possible.